Camille Laurent sentait la poussière du temps sous ses doigts. À 34 ans, son monde était contenu dans cet atelier. Un havre de paix suspendu au-dessus de la Saône à Lyon. La lumière grise de novembre filtrait par la haute verrière, caressant les chevalets, les pots de pigments et les toiles endormies. Elle travaillait sur un portrait du XVIIe siècle. Une comtesse oubliée. Le visage de la femme était un fin réseau de craquelures. Camille passait ses journées à combler ses fissures. Elle utilisait un pinceau fin comme un cil, mélangeant l'huile et la résine avec une précision de chirurgien. Son geste était lent, mesuré. Elle réparait les autres. Elle rendait leur intégrité au visage brisé par les siècles. C'était son métier, c'était sa fuite. Le silence de l'atelier n'était rompu que par le souffle léger de sa respiration et le clapotis lointain de l'eau en contrebas. C'était un silence qu'elle avait appris à chérir, un silence qui la protégeait. Puis, la porte s'est ouverte. Le silence s'est brisé. « Maman !» Léo, 6 ans, a couru vers elle, ses petites baskets crissant sur le parquet. Il tenait un dessin, un tourbillon de crayons de couleur. « Regarde, maman, c'est la maison de mamie. » Camille a posé son pinceau. Elle a forcé un sourire à monter sur ses lèvres. Elle s'est retournée, et son regard a croisé celui de son mari, Julien. Julien Morel, 36 ans. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, grand, blond, impeccable dans son costume bleu marine. Il était l'image même de la réussite, l'homme que tout Lyon admirait. Il regardait sa femme et son fils avec une fierté de propriétaire. « Camille, dit-il. » Sa voix était douce, mais elle portait le poids de l'autorité. « Il est presque l'heure. Tu n'es pas encore prête ?» Camille a pris le dessin de Léo. « C'est magnifique, mon chéri. » Elle a regardé Julien. « Je n'ai besoin que de quelques minutes. » Julien a soupiré, un soupir presque imperceptible. Il a vérifié sa montre. Une Patek Philippe. Le temps était précieux pour Julien. « Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Ma mère déteste quand nous sommes en retard. Surtout ce soir. Ce soir, le gala de charité annuel de la Fondation Morel, l'événement social de l'année. Et sa belle-mère, Madame Martine Morel, en était la reine incontestée. « Je sais, répondit Camille, je serai prête. » Julien a hoché la tête, satisfait. Il a pris la main de Léo. « Viens, champion, on va laisser maman terminer sa peinture. » Ils sont partis. La porte s'est refermée. Le silence est revenu, mais il était différent. Il n'était plus paisible, il était lourd. Camille s'est retournée vers la comtesse. Le visage craquelé la fixait. Elle a repris son pinceau, mais sa main tremblait légèrement. Elle ne réparait plus les fissures. Elle sentait les siennes s'élargir. Elle était Madame Morel. La jeune, la belle, l'épouse parfaite de l'homme parfait, la mère parfaite du fils parfait. Une vie comme une peinture restaurée, lisse en surface. Mais en dessous, les cicatrices étaient toujours là. La villa des Morel, sur les hauteurs de Fourvière, dominait la ville. C'était une forteresse de vieilles pierres et de fierté. Une maison où les secrets avaient plus de poids que les meubles. Ce soir-là, la villa brillait de 1000 feux. Des valets garaient des voitures de luxe. Des femmes en robe de soie et des hommes en smoking montaient les marches de marbre. Le son des rires et des verres de champagne qui s'entrechoquent flottait dans l'air frais du soir. Camille se tenait aux côtés de Julien, à l'entrée du grand salon. Elle portait une robe en velours vert émeraude. Des diamants froids brillaient à ses oreilles et à son cou. C'était son armure. Elle souriait. Un sourire parfaitement ajusté qu'elle avait mis en même temps que son rouge à lèvres. Julien lui a serré la taille. « Tu es magnifique ce soir, ma chérie. » C'était un compliment, mais cela sonnait comme une instruction. Puis, Martine Morel a fait son apparition. À 65 ans, elle était plus qu'une femme. Elle était une institution. Ses cheveux d'argent étaient coiffés en un chignon impeccable. Elle portait une robe Chanel classique. Elle ne suivait pas la mode. Elle était la mode de la vieille bourgeoisie lyonnaise. Elle s'est avancée vers eux, rayonnante. Elle a ignoré Julien et a pris les mains de Camille dans les siennes. Ses mains étaient fraîches, mais sa poigne était ferme. « Camille, ma chérie, tu es la plus belle. » Elle s'est tournée vers les invités les plus proches, sa voix portant juste assez pour être entendue. « Regardez-la, n'est-elle pas merveilleuse? C'est la fille que je n'ai jamais eue. » Camille a senti le frisson familier.
un mélange de gratitude et de glace. C'était la phrase préférée de Martine. Une phrase qui sonnait comme un compliment, mais qui était un rappel de sa dette. Camille avait été une étudiante en art sans le sou quand elle avait rencontré Julien. Martine l'avait prise sous son aile. Elle lui avait appris à s'habiller, à parler, à se tenir. Elle lui avait donné une famille. Elle lui avait tout donné. Et elle ne la laissait jamais l'oublier. « Vous êtes trop bonne, Martine, murmura Camille, baissant les yeux juste ce qu'il fallait. Le dîner fut somptueux. Les conversations étaient et polies, centrées sur les affaires, la politique locale et, bien sûr, les œuvres de charité de Martine. Camille mangeait peu. Elle sentait le velours de sa robe lacéré. L'air était épais, chargé du parfum de centaines de lys blancs. Les fleurs préférées de Martine. Une odeur entêtante, presque funèbre. Elle observait son mari. Julien était dans son élément. Il riait, il charmait, il était le dauphin parfait, attendant patiemment son trône. Il leva son verre. « Messieurs chers amis, commença-t-il, sa voix résonnant d'assurance. Immédiatement, le silence s'est fait. Nous sommes réunis ce soir pour une cause noble, mais nous savons tous qui est le véritable cœur de cette fondation, qui est le pilier non seulement de cette œuvre, mais de notre famille. » Il tourna son regard vers sa mère. À ma mère, Martine Morel, pour sa force, sa sagesse et son dévouement infini. Tous les invités ont levé leur verre. À Martine! Martine Morel s'est levée. Elle rayonnait. Elle a posé une main sur son cœur, un geste d'humilité parfaitement étudié. « Merci, mon fils. Merci à vous tous. » Elle a commencé son discours. Elle parlait de devoir, de foi, de l'importance de la famille. Sa voix était claire, forte. Camille regardait. Elle regardait cette femme qui contrôlait leur vie avec une poigne de fer gantée de velours. Et puis, quelque chose a changé. Ce fut d'abord imperceptible. Une pause dans le discours de Martine. Une pause juste un peu trop longue. Elle a porté sa main à sa gorge. Julien a froncé les sourcils. « Maman !» Martine a essayé de sourire. Mais son sourire s'est figé. Je... Elle a commencé à tousser. Une petite toux sèche, presque polie. Puis la toux est devenue plus rauque, plus profonde. Elle a attrapé le bord de la table. Ses doigts se sont crispés sur la nappe blanche. « Martine !» dit un invité, inquiet. La couleur a quitté son visage. Ses yeux, d'habitude si vifs et contrôlants, se sont remplis d'une soudaine panique. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Un verre de champagne a glissé de sa main. Il a heurté le sol en marbre avec un son clair et définitif. Le silence dans la salle était total. Un silence de mort. Et puis, lentement, comme un grand chêne qui cède enfin, Madame Martine Morel s'est effondrée. Elle est tombée en avant, emportant la nappe, les verres et les lits blancs dans sa chute. Le chaos a explosé. « Maman !» Le cri de Julien a déchiré le silence. Il s'est précipité, renversant sa chaise. Les invités ont sursauté. Certains ont crié. Les gens se sont levés. Camille, elle, n'a pas bougé. Elle est restée assise, droite sur sa chaise. Son armure de velours vert. Elle regardait. Elle regardait le pilier de la famille, gisant au milieu des débris de verre et des fleurs blanches. Elle regardait son mari, à genoux, secouant le corps inerte de sa mère. Elle regardait l'illusion parfaite se briser en 1000 morceaux. Et elle ne ressentait rien, absolument rien. Le son de la sirène dévorait l'air nocturne. À l'intérieur de l'ambulance, le monde s'était réduit à un espace confiné, sentant l'antiseptique et la panique. Le véhicule vibrait, se frayant un chemin brutal à travers Lyon. Les gyrophares bleus balayaient l'intérieur, projetant des éclairs froids sur les visages. Martine Morel était allongée sur le brancard. Inerte, un masque à oxygène couvrait son visage cireux. Une infirmière s'affairait autour d'elle, parlant à voix basse dans une radio. Julien était assis en face, ou plutôt, il ne tenait pas en place. Il était penché en avant, les coudes sur les genoux, sa tête entre ses mains. Son smoking impeccable était maintenant froissé. Il murmurait, des fragments de prière, des supplications. « Non, 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 pas ça. Maman, tiens bon. » Camille était assise à côté de lui. Elle était parfaitement immobile. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, serrant le petit sac de soirée en velours vert. Elle ne regardait pas Martine, elle ne regardait pas Julien. Elle regardait par la fenêtre arrière. Elle regardait les lumières de la ville. Sa ville,
La ville qui l'avait adopté, l'avait façonné, l'avait emprisonné. Les lumières semblaient se liquéfier, s'étirer, devenir des traînées de peinture abstraite. Julien a levé la tête. Son regard, embué de larmes de rage et de peur, s'est posé sur elle. « Tu ne dis rien ?» Sa voix était un grondement rauque. Camille a tourné lentement la tête vers lui. Les lumières bleues passaient sur son visage, la faisant paraître pâle, presque translucide. « Que veux-tu que je dise, Julien ?»« Je ne sais pas, n'importe quoi. Prie, fais quelque chose. Tu restes là, assise, comme si tu regardais un spectacle. Je ne suis pas médecin. » Sa voix était plate, sans émotion. « Tu es sa belle-fille, tu es ma femme. » Il a presque crié le mot « femme ». L'infirmière leur a lancé un regard sévère. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. » Julien a secoué la tête, détournant le regard de Camille. Il l'a regardée comme si elle était une étrangère. Peut-être qu'elle l'était. L'ambulance est arrivée aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Les portes se sont ouvertes d'un coup, laissant entrer l'air froid et les bruits métalliques du service. Le brancard de Martine a été sorti. Insuffisance hépatique suspectée, femme, 65 ans, perte de connaissance. Les médecins ont pris le relais. Martine a disparu derrière des portes battantes. Et l'attente a commencé. La salle d'attente des urgences, à 2 heures du matin, est un purgatoire. Une lumière au néon trop vive qui agresse les yeux. L'odeur de café brûlé et de désinfectant. Le tic-tac d'une horloge murale qui semble se moquer du temps qui s'étire. Julien marchait. Il faisait les 100 pas, comme un animal en cage. Son téléphone était collé à son oreille. Il appelait ses contacts. Il appelait les meilleurs spécialistes. Il voulait des réponses. Il voulait des solutions. Il voulait que quelqu'un répare ça. Camille était assise sur une chaise en plastique orange. Elle n'avait pas bougé. Elle regardait ses mains de restauratrice. Des mains habituées à la patience. Des mains qui savaient que certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient jamais vraiment être réparées. On ne pouvait que masquer les fissures. Des membres de la famille ont commencé à arriver. Un oncle, une cousine, des gens que Camille n'avait vus qu'au dîner de Noël. Ils sont arrivés en manteau de fourrure et en pyjama sous leur manteau. Ils avaient l'air défaits, inquiets. Ils ont entouré Julien. Ils lui ont tapoté l'épaule. « Elle est forte, Julien. Elle va s'en sortir. C'est une Morel. » Puis leurs regards se sont tournés vers Camille. Elle était assise là, dans sa robe de soirée en velours vert. Une tache de couleur étrange dans ce décor de détresse. Sa pâleur était devenue frappante sous le néon. Mais c'était son calme qui les dérangeait. La cousine, Élodie, s'est approchée. « Camille, c'est terrible. Tu dois être dévastée. » La phrase flottait. Ce n'était pas une question. C'était un ordre, une injonction sociale. Tu dois être dévastée. Camille a levé les yeux. C'est... Soudain, le mot était si faible, si inadéquat. Élodie a froncé les sourcils, mais elle a été interrompue. Un médecin s'est approché. Un homme d'une 50aine d'années, l'air fatigué. Le nom sur sa blouse indiquait « Docteur Mercier ». Julien s'est rué sur lui. « Alors, comment va-t-elle ? Vous l'avez stabilisée ?» Le médecin a regardé le petit groupe. La famille de Madame Morel. « Je suis son fils, » dit Julien, la voix tremblante d'autorité. « C'est ma femme, Camille. » Le médecin a hoché la tête. « Pourrions-nous parler dans mon bureau ? » « C'est préférable. » Le bureau du docteur Mercier était petit, encombré de dossiers. Le café sur son bureau était froid. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Julien a refusé. « Je reste debout. Dites-nous. » Le médecin a joint ses mains. « Votre mère est dans un état critique. Nous avons fait les premiers examens. Elle souffre d'une insuffisance hépatique aiguë. Son foie est en train de lâcher, complètement. » Le silence dans le bureau était absolu. On n'entendait que le bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur. « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous lui donnez des médicaments, non ?» balbutia Julien. « Monsieur Morel, nous parlons d'une défaillance massive. Les médicaments ne peuvent que la maintenir en vie artificiellement, et pas pour longtemps. Ce soir, elle a eu une chance incroyable de s'effondrer entourée de monde. Si elle avait été seule, » Camille a fermé les yeux. Juste une seconde. « Quelle est la solution ? » demanda Julien. « Il y a une solution. Il y a toujours une solution. L'argent n'est pas un problème. La seule solution, dit le médecin, sa voix douce mais ferme, c'est une transplantation. Une greffe de foie.
immédiate. Julien a semblé soulagé. Alors faites-le. Trouvez un foie. Monsieur Morel, Julien, les listes d'attente sont longues. Nous n'avons pas des mois. Nous n'avons pas des semaines. Nous avons peut-être 48 heures. Au mieux. Julien est devenu livide. Il s'est agrippé au bord du bureau. Non. Il y a une autre option, continua le docteur Mercier. Un don de donneur vivant. Un membre de la famille. C'est notre meilleure chance. C'est une opération lourde, mais elle sauve des vies. Julien s'est redressé d'un coup. L'espoir. C'était tout ce dont il avait besoin. Faites-le. Prenez le mien. Il a commencé à déboutonner sa chemise. Monsieur, ce n'est pas si simple, dit le médecin, presque triste. Il faut faire des tests. Compatibilité sanguine. Compatibilité tissulaire. C'est un processus complexe. Alors commencez, a rugi Julien. Commencez maintenant. Testez-moi. Testez tout le monde. Ma cousine, mon oncle, tout le monde dehors. Nous allons commencer par vous, bien sûr. Et par vous, madame, dit le médecin en se tournant vers Camille. En tant qu'épouse du fils, vous êtes considérée comme famille proche pour les tests. Camille a hoché la tête. Elle a tendu son bras. Elle n'a pas regardé l'aiguille. Elle n'a rien senti. Ils sont rentrés à la villa à l'aube. L'hôpital avait promis d'appeler dès que les résultats seraient là. Julien avait besoin de se doucher, de changer de vêtements, de prendre les choses en main depuis son bureau. La villa était silencieuse. Les restes du gala avaient été nettoyés par le personnel. Mais l'odeur des lits blancs flottait toujours, une odeur écœurante. Léo dormait, gardé par la nounou. Julien est monté directement à l'étage. Camille l'a entendu ouvrir son dressing, puis le bruit de l'eau dans la douche. Elle n'est pas montée. Elle est allée dans son atelier. Le petit atelier qu'elle avait aménagé dans l'aile ouest de la villa. Le portrait de la comtesse l'attendait. La lumière grise de l'aube entrait maintenant. C'était la même lumière que celle de son autre atelier, celui qui donnait sur la Saône. Son vrai refuge. Elle s'est assise devant le chevalet. Mais elle n'a pas pris ses pinceaux. Elle a ouvert un tiroir secret sous son plan de travail. Elle en a sorti une enveloppe Kraft. Elle l'avait reçue il y a 2 jours. Pas de nom d'expéditeur. Juste son nom, Camille Morel, écrit d'une main tremblante. Elle l'avait ouverte dans son atelier sur la Saône. Elle l'a ouverte à nouveau. À l'intérieur, il y avait 3 choses gravées. La première était une photographie. Une photo de type Polaroid, un peu délavée par le temps. Elle montrait une jeune fille. Elle devait avoir 17 ou 18 ans. Elle avait de longs cheveux bruns, comme Camille. Et elle avait ses yeux, les mêmes yeux. Elle se tenait devant un café à Annecy. Elle souriait, mais son sourire était triste. La deuxième chose était une copie d'un acte de naissance. Clara Dubois, née le 12 mai 2007. Mère X, père X, née à Annecy. La troisième chose était une lettre. Une seule feuille de papier. Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai plus la force de garder ce secret. Cette fille est la vôtre. Elle s'appelle Clara. Elle a 18 ans. Elle vous cherche. Madame Morel, votre belle-mère, elle sait tout. Elle a tout organisé. Elle vous a menti. Ne laissez pas cette femme détruire votre vie. Il n'y avait pas de signature. Camille avait passé les 48 dernières heures dans un brouillard. Avant le gala, avant l'effondrement de Martine, sa vie entière, la vie qu'elle avait construite avec Julien. Léo, tout était basé sur un mensonge qu'elle commençait à peine à comprendre. Elle avait 16 ans, Julien en avait 18. Le fils doré de la famille Morel et la petite stagiaire en art, orpheline, qu'il avait rencontrée cet été-là. Une romance d'été, une erreur. Elle était tombée enceinte, elle était terrifiée. Julien aussi. Et Martine Morel était intervenue. La matriarche. Elle avait géré la situation, avec calme et efficacité. Elle avait emmené Camille à la campagne pour se reposer, un petit établissement discret près d'Annecy. Camille s'est souvenue de la douleur. Elle s'est souvenue de la panique. Et elle s'est souvenue du silence après l'accouchement. Le bébé était trop faible, ma chérie, lui avait dit Martine, sa main fraîche sur son front fiévreux. Une fille. Elle n'a pas survécu. C'est une tragédie. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est mieux ainsi. Pour toi, pour Julien, c'est notre secret. Nous allons t'aider à te reconstruire.
Mieux ainsi. Notre secret. Camille a regardé la photo de Clara. Sa fille. La fille qui était en vie. La fille qui avait ses yeux. Elle a senti la bile monter dans sa gorge. Elle a entendu les pas de Julien dans le couloir. Vite, elle a remis la lettre et la photo dans l'enveloppe, et l'enveloppe dans le tiroir secret. Elle l'a refermée juste au moment où la porte s'ouvrait. Julien était là, rasé de près, vêtu d'un nouveau costume, prêt pour la guerre. « Tu es là, dit-il froidement. J'ai cru que tu étais parti. Où veux-tu que j'aille ? Je ne sais pas. L'hôpital va appeler. J'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin que nous soyons unis. Pour maman. » Le téléphone a sonné. C'était le téléphone fixe de la maison, celui que Julien utilisait pour les affaires importantes. Il s'est précipité pour répondre dans le salon. Camille est restée dans son atelier. Elle s'est levée. Elle s'est regardée dans une vieille glace piquée. Elle a vu sa robe en velours vert, froissée. Elle a vu son visage, pâle. Elle a vu la comtesse craqueler dans le reflet. Elle a entendu la voix de Julien dans le salon. Des exclamations étouffées. Puis, il est revenu. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. Son visage était méconnaissable. Ce n'était plus de la colère. C'était un mélange complexe de désespoir et d'une lueur étrange, presque fanatique. « Ce n'est pas moi, dit-il. » Camille a froncé les sourcils. « Quoi ? Les tests, je ne suis pas compatible. Mon oncle non plus. Élodie non plus. Personne. » Sa voix s'est brisée. Personne de la famille. Il a fait un pas vers elle. Personne, sauf une. Camille a senti l'air se vider de ses poumons. Elle a su, avant même qu'il ne le dise. Elle a su. Le médecin a dit que c'était un miracle, a murmuré Julien. Une chance sur 1 million. Une compatibilité parfaite. Tissulaire, sanguine, parfaite. Il la regardait maintenant, non pas comme sa femme, mais comme une ressource, comme un objet, comme un sacrifice. « C'est toi, Camille. » Il s'est approché. Il a essayé de lui prendre les mains. Ses mains étaient moites. « Camille, c'est un signe de Dieu. Après tout ce que maman a fait pour toi, pour nous, c'est toi. Tu es la seule à pouvoir la sauver. » Camille a reculé d'un pas. Elle a regardé son mari, l'homme qu'elle pensait aimer, le père de son fils, le garçon qui avait eu peur avec elle il y a 18 ans. Et elle a vu un étranger qui la regardait avec une ferveur terrifiante. « Camille » a-t-il insisté, son sourire devenant nerveux. « C'est un miracle, n'est-ce pas ?» Elle n'a rien répondu. Elle a juste pensé à la photo cachée dans son tiroir, la photo de sa fille vivante. Et elle a pensé à la femme qui avait orchestré ce mensonge, cette femme qui était maintenant en train de mourir et qui avait besoin de son foie pour survivre. Le foie de la mère de l'enfant qu'elle avait volé. Camille a levé les yeux vers Julien. Et pour la première fois depuis des années, elle n'a pas baissé le regard. L'hôpital Édouard Herriot avait changé de visage avec le jour. Ce n'était plus le chaos nocturne des urgences. C'était maintenant le silence lourd, aseptisé, du service de soins intensifs. Un silence de jour, plus angoissant encore que l'obscurité. C'était un silence fait de pas feutrés sur le linoléum, de bips électroniques réguliers et distants, et de conversations murmurées derrière des portes closes. Il n'était plus dans une salle d'attente publique. Julien avait usé de son nom, de son influence. Ils avaient un salon privé, une petite pièce stérile, peinte dans un beige apaisant, qui ne trompait personne. Il y avait une machine à café, des fauteuils inconfortables, et une grande fenêtre donnant sur un mur de briques. Camille se tenait près de cette fenêtre. Elle regardait les briques. Une par une, elle n'avait pas dormi. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait l'impression d'être devenue une coquille vide. Le velours vert de sa robe était maintenant une peau étrangère, froissée et lourde. Elle se sentait sale. Julien, lui, avait été dans un tourbillon d'activités. Il avait passé des heures au téléphone. Il avait rencontré l'équipe chirurgicale. Il avait organisé les choses. Il est entré dans le salon. Il avait enlevé sa veste de costume. Sa chemise était ouverte au col, ses manches retroussées. Il avait l'air d'un homme au combat, un homme en mission. Dans sa main, il tenait une liasse de papier. « C'est bon, dit-il, sa voix vibrante d'une énergie nerveuse. J'ai parlé au professeur Dutilleul.
Le meilleur chirurgien hépatique de France. Il est là, il attend. Camille n'a pas bougé. Elle continuait de compter les briques. Camille, tu m'entends ? Il s'est approché. Il sentait le café et la sueur. Il a posé les papiers sur la petite table entre les fauteuils. C'est le formulaire de consentement. Sa voix a baissé, devenant presque tendre. C'était une tendresse qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Une tendresse de besoin. Ce sont juste des formalités, tu comprends. Les risques, il doit tout lister. Mais le professeur m'a assuré que c'est une procédure de routine pour lui. Tu seras sur pied en quelques semaines. Et maman... Sa voix s'est étranglée sur le mot maman. Tu lui sauves la vie, Camille. Tu nous sauves tous. Il a pris un stylo sur la table. Il l'a tendu vers elle. Nous devons signer. L'équipe est prête. L'équipe est prête. La phrase a résonné dans le vide de son esprit. Elle s'est retournée lentement. Elle a regardé Julien. Elle l'a regardé comme si elle le voyait pour la première fois. Cet homme qui avait pleuré de peur avec elle dans une chambre d'adolescent il y a 18 ans. Cet homme qui lui avait tenu la main pendant qu'il pleurait la mort de leur enfant. Cet homme qui avait construit sa vie sur ce mensonge. Qui avait accepté le sacrifice de leur enfant fantôme pour préserver son avenir, sa carrière, l'approbation de sa mère. Cet homme qui maintenant la regardait avec une ferveur de dévot, lui demandant un autre sacrifice. Une partie de son corps, le foie, l'organe qui filtre le poison. Elle a ri. Ce fut un son minuscule, sec, presque inaudible, un hoquet de mépris. Julien a froncé les sourcils. « Camille, qu'y a-t-il ? Tu es fatiguée, je sais. Signe, et tu pourras te reposer avant. » « Non. » Le mot était si bas qu'il l'a à peine entendu. « Quoi ? Ne dis pas non. Ce n'est pas le moment de... » « Non. » Elle l'a dit plus fort, cette fois. Sa voix était claire. Elle s'est approchée de la table. Elle a regardé les papiers, formulaire de consentement, éclairé au don d'organes de son vivant. Risque. Hémorragie, infection, complications pulmonaires, morte, donneur. Camille Laurent Morel. Receveur, Martine Hélène Morel. Elle a levé les yeux de la page. Son regard a dépassé Julien, passant par la porte ouverte du salon, vers le couloir. Et au bout du couloir, il y avait une baie vitrée donnant sur un petit patio intérieur. Un petit jardin triste, planté de buis et de quelques fleurs d'hiver. Mais ce n'est pas ce que Camille a vu. Son esprit, épuisé, fiévreux, lui a joué un tour, ou peut-être, pour la première fois, lui montrait-il la vérité. Dans le patio, elle a vu un gardénia, le gardénia de la villa, la fleur préférée de Martine, le symbole de sa pureté, de son élégance bourgeoise. Martine en avait des dizaines. Elle les soignait avec une dévotion fanatique. Une fleur si parfaite, disait-elle toujours. Mais le gardénia que Camille voyait n'était pas parfait. Il était en pleine floraison, des fleurs d'un blanc cireux, presque irréel. Et de chaque fleur, de chaque pétale immaculé, une goutte perlait, une goutte épaisse d'un rouge écarlate. Le gardénia pleurait du sang, le sang de Clara, le sang de l'enfant volé, le sang du mensonge. « Camille !» La voix de Julien l'a tirée de sa vision. « Qu'est-ce que tu regardes ? Prends le stylo. » Elle a baissé les yeux vers le formulaire. Elle l'a pris dans sa main. Le papier était lisse, froid. Julien a souri. Un sourire immense de soulagement. « Merci. Dieu te bénisse, Camille. Merci. » Il s'est penché en avant, comme pour l'embrasser. Et elle a commencé à déchirer. Elle n'a pas fait un geste brusque. Elle l'a fait lentement. Le son du papier qui se déchire a été, dans le silence de l'hôpital, aussi violent qu'un coup de feu. D'abord en 2, puis en 4, puis en 8. Ces petits morceaux de papier blanc sont tombés de ses mains sur le sol beige, comme des pétales morts. Julien est resté figé. Son sourire s'est figé, s'est craquelé, puis s'est effondré. Il a regardé les morceaux de papier, il a regardé son visage. « Camille, » a-t-il murmuré. L'incrédulité. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Puis la compréhension l'a frappé. La panique pure. « Non, non, qu'est-ce que tu fais ? C'est une blague, ce n'est pas drôle. » Il s'est jeté au sol. Il essayait de ramasser les morceaux, de les rassembler. « On peut les recoller, infirmière, on a besoin d'un autre formulaire. » Il a levé les yeux vers elle, ses propres yeux remplis d'une terreur sauvage. « Pourquoi ? » « Je ne signerai pas, » dit Camille. Sa voix était calme, terriblement calme. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne comprends pas ? Elle va mourir. »
Oui, le mot. Oui. Julien s'est levé d'un bond. Il l'a attrapée par les épaules. Il l'a secouée. Elle va mourir. Tu entends? Ma mère va mourir. Et tu peux la sauver. Camille n'a pas bronché. Elle a soutenu son regard. Il l'a lâchée, comme si elle le brûlait. Et puis, l'homme le plus fier qu'il a jamais connu, Julien Morel, l'héritier, l'homme d'affaires, s'est brisé. Il est tombé à genoux. Il s'est effondré à ses pieds, dans le salon privé beige, au milieu des morceaux de papier. Camille, sa voix n'était plus qu'un sanglot étranglé. Je t'en supplie. Il a joint ses mains. L'homme qui ne priait qu'à l'église, devant les autres, était en train de prier. Devant elle. Sauve ma mère, je te donnerai tout ce que j'ai, toute ma fortune, ma vie s'il le faut, je t'en prie, je t'en supplie. Il pleurait, de grosses larmes d'homme, laides, désespérées. Depuis que tu es entré dans cette famille, a-t-il sangloté, ma mère t'aime comme sa propre fille. Elle t'a tout donné, elle t'a sauvé. Comment peux-tu lui tourner le dos maintenant? Elle t'aime comme sa propre fille. La phrase a atterri dans l'esprit de Camille. Elle a explosé en silence. Elle l'aimait tellement qu'elle lui avait volé sa vraie fille. Elle l'aimait tellement qu'elle avait construit un mensonge de 18 ans. Elle l'aimait tellement qu'elle exigeait maintenant un morceau de son corps pour survivre. Camille a senti une vague de froid la traverser. Un froid si intense qu'il en était presque brûlant. C'était la naissance de la haine. Une haine pure, distillée, parfaite. Relève-toi, Julien, tu es pathétique. Il a relevé la tête. Son visage était bouffi de larmes et de stupéfaction. Quoi? Je ne peux pas, dit-elle, sa voix douce mais sans retour. Je ne veux pas donner mon foie. Elle a fait une pause. Jamais. L'incrédulité de Julien s'est transformée en une rage noire. Une rage qu'elle n'avait jamais vue. Il s'est relevé, mais il était comme fou. Il ne savait pas quoi faire de cette rage. Il a regardé le mur. Il l'a frappé. De son poing nu. Puis il a fait quelque chose d'encore plus insensé. Il s'est prosterné. Il a mis son front au sol. Encore et encore. Il heurtait le linoléum. Pourquoi? Il l'a crié, la voix étouffée par le sol. Pourquoi? Il a relevé la tête. Il y avait une éraflure sur son front. Une perle de sang commençait à se former. La vie de ma mère vaut autant que la tienne. Pourquoi tu refuses? Il était désespéré. Il a joué sa dernière carte. La seule chose qui, pensait-il, la liait encore à lui. Si tu ne signes pas, je te quitte, a-t-il crié, le visage tordu. Et tu n'emmèneras pas Léo. Je te le prendrai. Je dirai que tu es folle, instable. Tu entends? Tu n'auras rien. Il l'a regardée, haletant, s'attendant à ce qu'elle s'effondre, qu'elle cède. Camille l'a regardée. Elle a regardé le sang sur son front. Elle a regardé la bave au coin de ses lèvres. Elle a regardé l'homme pour qui elle avait cru tout sacrifier, pour découvrir qu'il était celui qui avait tout pris. Elle a arrangé un pli de sa robe en velours froissé. « Très bien, dit-elle calmement. Alors, divorce. » Le silence qui a suivi était plus lourd que la mort. Julien la regardait fixement, incapable de traiter l'information. Il avait perdu, il le savait. Mais il ne comprenait pas pourquoi. Mais pourquoi? A-t-il murmuré. La rage disparut, laissant place à un vide confus. Je ne comprends pas. Camille s'est approchée de lui. Elle s'est penchée, non pas avec compassion, mais pour qu'il entende bien. Elle l'a fixé droit dans les yeux. Elle a murmuré, la voix chargée de 18 ans de secret. Parce que le gardénia a pleuré du sang. Elle s'est redressée. Elle lui a tourné le dos. Elle a contourné les morceaux de papier. Elle est sortie du salon privé. Elle a marché dans le long couloir beige. Ses pas étaient réguliers. Julien n'a pas suivi. Elle l'entendait. Elle l'entendait pousser un cri. Un son animal, brisé. Un son de défaite totale. Elle n'a pas ralenti. Elle est arrivée à l'ascenseur. Elle a appuyé sur le bouton. Les portes se sont ouvertes. Elle est entrée. Les portes se sont refermées et son propre reflet lui a fait face. Une femme dans une robe de soirée verte, froissée, avec des yeux qui avaient vu la vérité. L'ascenseur descendait. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Camille Laurent Morel se sentait monter. Quitter l'hôpital ne fut pas une fuite. Ce fut une déclaration. Camille n'a pas pris de taxi. Elle n'a pas appelé de chauffeur. L'aube se levait sur Lyon, une aube d'hiver, froide et grise, qui peignait la ville en nuances de cendre. Elle a marché pendant des heures,
sans but précis. Les talons de ses chaussures de soirée claquaient sur les trottoirs vides. Sa robe en velours vert émeraude était une insulte à la banalité du matin qui commençait. Les quelques lève-tôt qui la croisaient, un boulanger sortant ses poubelles, un employé municipal lavant le sol, la regardaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elle était une anomalie, une femme de la nuit échouée dans le jour. Elle a longé la Saône. L'eau était sombre, presque noire, reflétant le ciel bas. Elle s'est arrêtée devant son atelier. Le vrai, celui qui lui appartenait. Elle a monté les escaliers. Ses jambes tremblaient, non plus de choc, mais d'une fatigue immense, cosmique. Elle a ouvert la porte. L'odeur, la térébenthine, l'huile de lin, la poussière de bois, c'était l'odeur de sa vie. La vraie. Elle est entrée. Elle a verrouillé la porte. 1, puis 2 tours de clé. Elle s'est adossée à la porte et, enfin, elle a glissé jusqu'au sol. Elle n'a pas pleuré. Elle était au-delà des larmes. Elle était dans le vide absolu qui suit l'explosion. Elle a regardé la comtesse craqueler sur le chevalet. Elle a regardé les fissures. « Tu savais » a-t-elle murmuré au portrait. « Tu savais depuis le début. » Elle est restée là, assise par terre, pendant que le soleil gris montait dans le ciel. Elle s'est endormie d'un sommeil lourd, sans rêve, vêtue de son armure de velours froissé. Pendant ce temps, à l'hôpital, le chaos s'était transformé en une fureur froide. Julien Morel n'était plus l'homme qui suppliait. Le choc de la défaite avait duré 1 heure, puis la rage avait pris le relais. Il avait alerté les médecins, il avait alerté sa famille. Elle est partie, et si elle est partie, elle a refusé. Elle est instable. Le mot était lâché, instable, le mot parfait, le mot qui explique tout et qui excuse tout, le mot qui transforme une victime en coupable. Le professeur Dutilleul, le chirurgien, était furieux, non pas par compassion pour Martine, mais par orgueil professionnel. On avait préparé une équipe, on avait mobilisé une salle d'opération, et la donneuse s'était enfuie. « Nous allons essayer de la stabiliser », a-t-il dit froidement à Julien. « Dialyse, traitement de choc. Mais je vous le dis franchement, monsieur Morel, sans greffe, nous ne faisons que retarder l'inévitable. Nous parlons de jours, peut-être moins. » La nouvelle s'est répandue dans la famille Morel comme un virus. Camille, l'orpheline que Martine avait sauvée, l'ingrate, la folle. Elle a toujours été étrange, disait maintenant la cousine Élodie au téléphone avec un oncle. Silencieuse. On ne savait jamais ce qu'elle pensait. C'est le sang, tu comprends, le mauvais sang. La machine de destruction était en marche. À la villa de Fourvière, le personnel avait reçu des ordres stricts de Julien, par téléphone. Madame Morel n'est pas là. Si elle appelle, vous me prévenez immédiatement. Si elle vient, vous ne la laissez pas entrer. Et sous aucun prétexte, elle ne doit voir Léo. La nounou, une femme simple, payée par les Morel depuis des années, a obéi sans poser de questions. Elle a fermé la chambre de Léo à clé pour sa sieste. L'illusion de la famille parfaite avait été déchirée. Commençait maintenant la guerre pour la garde de l'héritier. Camille s'est réveillée en sursaut. Il faisait presque nuit. L'atelier était froid. Son corps était endolori. Sa gorge était sèche. Pendant une seconde confuse, elle a cru que tout avait été un cauchemar. Le gala, l'hôpital, le gardénia qui pleure du sang, puis son téléphone a vibré. Il était dans son sac de soirée, par terre. Elle l'a regardé. 23 appels manqués. Tous de Julien. 42 messages. Elle en a ouvert un. De Julien. Tu es un monstre. Tu la laisses mourir. Tu entends ? Tu la tues. Un autre. Les avocats sont prévenus. Tu ne reverras plus jamais Léo. Un autre, plus récent. La presse commence à poser des questions. J'espère que tu es fier de toi. Tu as tout détruit. Et enfin, un message d'un numéro inconnu. Un journaliste d'un journal local lyonnais. Madame Morel, nous avons appris la situation critique de votre belle-mère. Des sources nous informent que vous êtes la seule donneuse compatible, mais que vous refusez. Pouvez-vous confirmer ? C'est pour une histoire sur l'altruisme. Camille a laissé tomber le téléphone comme s'il était brûlant. Julien n'avait pas bluffé. Il ne se contentait pas de divorcer. Il la détruisait. Il la peignait comme une sorcière des temps modernes. L'épouse infanticide morale, la belle-fille diabolique. Elle a compris. Ce n'était pas une guerre pour de l'argent. C'était une guerre pour la narration. Et dans l'histoire de la famille Morel, il ne pouvait y avoir qu'un seul méchant. Et ce ne serait jamais eux.
Elle a senti la peur, une peur froide, viscérale. Pas pour elle, pour Léo. Elle s'est levée. Elle a titubé jusqu'à la petite salle de bain de l'atelier. Elle s'est regardée dans le miroir. Le maquillage avait coulé. Ses yeux étaient injectés de sang. La robe en velours était ruinée. Elle s'est déshabillée. Elle a laissé tomber la robe, cette armure maudite, sur le sol. Elle est entrée sous la douche. L'eau chaude a été un choc. Elle a frotté sa peau. Elle a frotté jusqu'à ce qu'elle soit rouge. Elle voulait effacer le contact de Julien. Elle voulait effacer les 18 ans de mensonges. Elle voulait effacer l'odeur des lits blancs et de l'hôpital. Quand elle est sortie, elle a enfilé les seuls vêtements qu'elle gardait ici. Un vieux jean, un pull en cachemire usé. Ses vrais vêtements. Elle a regardé son téléphone. Une nouvelle vague de messages. Elle l'a éteint. Elle ne pouvait pas gagner sa guerre. Pas comme ça. Elle avait besoin d'une autre arme. Pas la haine, pas la rage, la vérité. Elle est retournée vers son plan de travail. Elle a ouvert le tiroir secret. L'enveloppe Kraft était toujours là. Elle a sorti la photo de Clara, sa fille, ses yeux. Puis elle a sorti l'acte de naissance, née à Annecy, et la lettre anonyme. Madame Morel, elle sait tout. Elle a tout organisé. Elle s'est souvenue du nom de la clinique discrète à la campagne où Martine l'avait emmenée. C'était près d'Annecy. Elle avait besoin de preuves. Pas seulement d'une lettre anonyme et d'une vieille photo. Elle avait besoin de l'arme qui détruirait Julien et l'héritage de Martine. Elle avait besoin de son dossier médical. Elle a pris son sac, ses clés. Elle a enfilé un vieux manteau. Elle est sortie de l'atelier, non pas comme une fugitive, mais comme une enquêtrice. Son premier arrêt fut une petite boutique de téléphones prépayés. Elle a acheté un nouveau téléphone, un nouveau numéro. L'anonymat était son seul allié. Son deuxième arrêt fut la gare de Perrache. Elle a acheté un aller simple pour Annecy. La villa de Fourvière était devenue un quartier général. Julien n'était pas retourné à l'hôpital. Il ne supportait pas de voir sa mère dans cet état. Il ne supportait pas sa propre impuissance. Alors il la canalisait. Il la transformait en action. Il était dans le bureau de sa mère. Pas le sien. Le sien était moderne, en verre et en acier. Celui de sa mère était en acajou sombre, sentant le cuir et l'argent ancien. C'était le vrai centre du pouvoir. Il y avait 2 hommes avec lui, Maître Viguier, l'avocat de la famille Morel depuis 30 ans, et à côté de lui, un homme plus jeune, plus affamé, Maître Caron, le requin du droit de la famille à Lyon. Elle est partie, dit Julien, en arpentant la pièce. Elle a disparu, elle ne répond pas. Maître Viguier, le vieil avocat, s'est raclé la gorge. Julien, la situation est délicate. Forcer un don d'organes est impossible. Légalement, je me fiche de la légalité du don, a coupé Julien. C'est de Léo que je parle. Elle est instable. Son refus le prouve. C'est un acte de cruauté. C'est une négligence. Ce n'est pas normal. Maître Caron, le requin, a souri. C'était un sourire fin, sans joie. C'est là que nous pouvons attaquer, dit Caron. Nous n'attaquons pas le refus de don. Nous attaquons son état mental. Nous demandons une évaluation psychologique d'urgence. Nous demandons la garde exclusive provisoire de Léo pour le protéger d'une mère en pleine détresse psychologique. Détresse, ricana Julien. Elle était froide comme la pierre. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit de divorcer. Parfait, dit Caron. Un comportement erratique, un abandon de ses devoirs conjugaux et familiaux en pleine crise. Nous allons la peindre comme une femme qui a perdu tout sens des réalités. Et pendant ce temps, nous gelons ses comptes, ceux qu'elle partage avec vous. Julien s'est arrêté de marcher. Faites-le, tout. Je veux qu'elle ne puisse même pas acheter un ticket de bus sans mon autorisation. Ce sera fait, monsieur Morel, dit Caron. Le vieil avocat, Viguier, a regardé Julien avec une pointe d'inquiétude. Julien, ta mère, Martine, n'aurait peut-être pas voulu cette publicité, cette brutalité. Julien s'est tourné vers lui. Son visage était dur, méconnaissable. Ma mère n'aurait pas voulu mourir, dit-il, sa voix glaciale. Camille a fait son choix. Elle a choisi son camp. Maintenant, non, je choisis le mien. Elle voulait la guerre, elle l'aura. Je vais la détruire. Je vais la réduire en poussière.
je vais lui prendre Léo. Et quand elle n'aura plus rien, elle reviendra en rampant. Il a regardé par la fenêtre. La ville de Lyon s'étendait à ses pieds. Sa ville. Personne, murmura-t-il, personne ne détruit ma famille. Il n'avait pas encore compris. Il n'était pas en train de sauver sa famille. Il était en train de finir le travail que sa mère avait commencé. Il la détruisait lui-même. À l'hôpital, dans le silence de la chambre de soins intensifs, le moniteur cardiaque de Martine Morel a émis un bip irrégulier. L'infirmière de nuit a levé les yeux inquiète. La stabilisation temporaire commençait à montrer ses limites. Le temps était compté. Et à des kilomètres de là, dans un train qui filait vers les Alpes, Camille regardait la France défiler dans la nuit. Elle serrait un téléphone prépayé dans sa main. Elle n'était plus Madame Morel. Elle n'était plus la restauratrice d'art. Elle était une mère à la recherche de son premier enfant. Et elle allait déterrer la vérité, quel qu'en soit le prix. Annecy Laer l'a accueillie avec une beauté indifférente. La ville était une carte postale. Le lac, d'un bleu acier sous le ciel d'hiver, était silencieux. Les montagnes au loin, coiffées de neige, semblaient la juger. C'était une beauté froide, une pureté qu'elle ne ressentait plus. Camille est sortie de la gare, se sentant comme une réfugiée. Elle n'avait que son manteau, son sac à main et le téléphone prépayé. Elle avait un peu d'argent liquide, assez pour tenir un jour ou deux. Son premier réflexe fut de trouver un endroit où dormir. Pas un hôtel de luxe, un petit hôtel, anonyme, près de la vieille ville. Elle a trouvé une petite auberge, le cygne endormi. La réceptionniste, une jeune femme, lui a souri. « Une chambre pour une nuit, s'il vous plaît. »« Bien sûr, madame. J'ai besoin d'une carte de crédit pour la garantie. » Camille lui a tendu sa carte. Sa carte, Madame Morel. La carte liée au compte joint. La réceptionniste l'a passée dans la machine. La machine a émis un bip faible, pathétique. « Je suis désolée, madame, » dit la jeune femme, son sourire devenant gêné. Elle est refusée. Camille a senti le sol se dérober. « Essayez encore, a-t-elle murmuré, sachant que c'était inutile. La réceptionniste a essayé. « Refusé. Contactez la banque, vous n'auriez pas une autre carte ?» Julien n'avait pas perdu de temps. Il l'avait coupée. Financièrement, il l'avait non seulement reniée, mais il l'effaçait. « Je vais payer en espèces, a dit Camille, sa voix tremblant de honte. Elle a sorti les billets de son sac. L'argent qu'elle gardait pour les urgences. Le sourire de la réceptionniste s'est éteint. Elle a pris l'argent. Elle regardait maintenant Camille avec suspicion. La femme a l'air respectable, mais sans carte de crédit, payant en liquide. Camille a pris la clé. Elle est montée dans la petite chambre sous les toits. Elle a verrouillé la porte. Le premier coup avait été porté. Elle n'était plus Madame Morel. Elle n'était personne. Une femme dans une chambre louée à l'heure, avec de l'argent comptant qui s'épuisait. Elle s'est assise sur le lit. La peur aurait dû l'envahir. La panique. Mais c'était autre chose. C'était une colère froide, une clarté. Julien voulait la briser. Il voulait qu'elle revienne en rampant, comme il l'avait dit. Elle a sorti l'enveloppe Kraft. La photo de Clara, l'acte de naissance. Elle n'avait plus le luxe d'avoir peur. Elle n'avait plus le temps. Elle s'est lavé le visage à l'eau froide. Elle a regardé la femme dans le miroir. Les yeux étaient les siens, mais le regard était nouveau. C'était le regard d'une combattante. « Tu ne me prendras pas mon autre enfant », a-t-elle dit à l'image de Julien dans son esprit. Elle est ressortie. Le premier arrêt était la clinique. Elle s'en souvenait. La clinique des Pins, un nom si doux, si apaisant. Elle a pris un bus. Elle n'avait pas les moyens de prendre un taxi. La clinique était à l'extérieur de la ville, nichée dans une colline. Elle avait l'air inchangée. Le même bâtiment bas, discret, avec de grandes fenêtres donnant sur un parc. On aurait dit un hôtel de luxe, pas un endroit où l'on cache des secrets. Elle est entrée. L'intérieur avait changé. Fini le décor des années 2000. C'était maintenant du design scandinave. Minimaliste, propre, froid. Une réceptionniste différente, plus jeune, l'a accueillie. « Bonjour madame, puis-je vous aider ?»« Bonjour, j'étais patiente ici. Il y a 18 ans. J'ai accouché ici. » Le sourire de la réceptionniste s'est figé. « 18 ans ? C'est il y a longtemps. »« Oui, j'aurais besoin de mon dossier médical. C'est très important. »
La femme a tapoté sur son ordinateur. Votre nom? Camille Laurent. C'était mon nom de jeune fille. Tap, tap, tap. Le silence. Je ne trouve rien à ce nom. Êtes-vous sûre de l'année? Certaine, mai 2007. Ah, dit la réceptionniste, comme si cela expliquait tout. Nos dossiers numériques ne remontent pas si loin. Tout ce qui est antérieur à 2010 est archivé, sur papier. Pouvez-vous vérifier les archives? La femme a soupiré. Madame, c'est une procédure très compliquée. Nous devons avoir une demande écrite, une preuve d'identité. Et cela peut prendre des semaines. Les archives sont externalisées. Je n'ai pas des semaines, c'est une urgence médicale. Je suis désolée, c'est la procédure. Le mur que Martine avait construit. Le mur de la bureaucratie, plus solide que n'importe quelle forteresse. Pourriez-vous juste vérifier, s'il vous plaît, le nom du médecin était Dr Arnaud. Le Dr Arnaud a pris sa retraite il y a plus de 10 ans, dit la femme, sa voix devenant cassante. Il est décédé, je crois. Écoutez, madame, sans formulaire officiel. Et si j'étais Martine Morel? La réceptionniste a levé les yeux. Pardon? Si mon nom était Martine Morel, trouveriez-vous le dossier plus rapidement? Le visage de la femme s'est fermé. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Si vous n'avez pas d'autres demandes, j'ai du travail. Camille a compris. C'était une impasse. Martine avait bien choisi. Les gens changent, les médecins meurent, les dossiers sont perdus. Elle est sortie de la clinique. L'air frais des Alpes lui a semblé glacial. Le dossier médical était un cul-de-sac. Elle n'avait plus qu'une seule piste. La piste vivante. Elle est retournée en ville. Elle a regardé la photo Polaroid. La fille, Clara. Elle se tenait devant un café. Le café du lac. Camille a marché le long du lac. La vieille ville était pleine de touristes, même en hiver. Elle l'a trouvé. Le café du lac. C'était un petit bistrot avec une terrasse couverte, juste en face de l'eau. Camille est entrée. L'endroit était chaleureux, sentant le café chaud et la viennoiserie. Elle s'est assise à une table dans le coin, d'où elle pouvait voir tout le monde. Elle a commandé un café. Son argent liquide diminuait. Elle a attendu, elle observait les serveurs. 2 jeunes hommes, une femme d'une 40aine d'années. Pas de Clara. Elle a attendu 1 heure. Tu mures ton heure. 2 heures. Son cœur battait à chaque fois que la porte s'ouvrait. Chaque jeune femme brune la faisait sursauter. Le serveur est venu. Vous désirez autre chose, madame? Il voulait sa table. J'attends quelqu'un. Elle a commandé un autre café qu'elle ne boirait pas. La nuit commençait à tomber. La panique commençait à monter. Et si la photo était vieille? Et si Clara avait déménagé? Et si... Puis, la porte de la cuisine s'est ouverte. Une jeune femme est sortie portant un plateau. Elle avait de longs cheveux bruns, attachés en une queue de cheval. Elle portait un tablier de serveuse. Elle riait de quelque chose que le cuisinier avait dit, et elle s'est retournée. Camille a cessé de respirer. C'étaient les yeux, ses yeux, les mêmes yeux, la même forme, le même regard. C'était elle. La fille a cessé de rire en voyant Camille la fixer. Son sourire s'est estompé, remplacé par une interrogation. Elle s'est approchée des autres tables. Camille ne pouvait pas détacher son regard. C'était sa fille, vivante. Elle respirait, elle travaillait, elle existait. Camille a senti 18 ans de chagrin et de mensonges remonter en une vague si puissante qu'elle a failli s'étouffer. La jeune femme a fini de servir. Elle s'est dirigée vers la table de Camille, un carnet à la main, l'air un peu agacée par cette femme qui la dévisageait. « Je peux vous aider, madame? Vous voulez commander ?» Sa voix, claire, un peu basse. Camille a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Elle a sorti la photo Polaroid de son sac. Ses mains tremblaient si fort qu'elle l'a presque fait tomber. Elle l'a posée sur la table. La jeune femme a baissé les yeux vers la photo. Elle a froncé les sourcils. C'était elle, mais plus jeune. « Où avez-vous eu ça ?» Sa voix est devenue méfiante. « C'est moi. Camille a avalé. « Ton nom est... Clara ?» La jeune femme a reculé d'un pas. Le carnet est tombé de sa main. « Qui êtes-vous » Les larmes coulaient sur le visage de Camille. Elle ne les sentait même pas. « Je m'appelle Camille, et je crois que je suis ta mère. »
Le silence dans le café est devenu assourdissant. Clara la regardait, pas avec joie, pas avec reconnaissance, avec une colère et une méfiance profonde. « Ma mère est morte », a-t-elle dit, sa voix dure. « On m'a dit qu'elle était morte à ma naissance. »« On t'a menti », a murmuré Camille. « Comme on m'a menti. On m'a dit que tu étais morte. » Le patron du café s'est sorti. « Clara, un problème ? » Je dois prendre une pause, a dit Clara, sans quitter Camille des yeux. Elle a enlevé son tablier. Elle l'a jeté sur le comptoir. « Sortons », a-t-elle dit. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Elles sont sorties dans l'air froid de la nuit. Le lac était une nappe d'encre. Elles ont marché en silence jusqu'à un banc public, loin des lumières du café. Alors, a dit Clara, les bras croisés, se protégeant du froid et d'elle. Expliquez. Et Camille a parlé. Elle a tout raconté. L'amour d'adolescente, Julien, la grossesse, la clinique, la main froide de Martine sur son front. La phrase « Elle n'a pas survécu ». Puis elle a parlé de la lettre anonyme, la photo. Clara écoutait. Son visage était un masque de pierre. Quand Camille a eu fini, Clara a sorti quelque chose de son propre sac à dos. Une boîte en métal. « Mes parents adoptifs m'ont donné ça quand j'ai eu 18 ans, dit-elle. Ils sont merveilleux. Ils ne m'ont jamais menti. Ils m'ont dit que j'avais été adoptée dans des circonstances compliquées. » Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait quelques objets. Un bracelet d'hôpital de bébé. Bébé file, mère, X. Et il y avait une lettre. « Ce n'est pas une lettre anonyme, dit Clara. C'est une infirmière. Elle s'appelait Hélène. Elle a pris sa retraite. Elle l'a envoyée à mes parents adoptifs il y a des années. Elle ne pouvait pas vivre avec ça. » Camille a pris la lettre, les mains tremblantes. « Je ne peux pas garder ce secret. » Le bébé était en parfaite santé. C'est la grand-mère, Madame Morel. Elle a tout arrangé. Elle a payé la clinique. Une donation. Elle a dit que la mère était instable, qu'elle ne voulait pas de l'enfant. Elle a fait signer des papiers à la mère pendant qu'elle était sous sédatif. Camille a regardé les mots. Sous sédatif. Elle ne s'en souvenait pas. « Mais ce n'est pas tout, dit Clara. » Sa voix était dure, mais elle tremblait. « Mes parents, ma mère adoptive est avocate. Elle a essayé d'en savoir plus, par curiosité, pour moi. La clinique l'a bloquée. Mais une fois, ils ont fait une erreur. Ils lui ont envoyé un document par fax, destiné à leur comptable. » Clara a sorti son téléphone. Elle a ouvert un fichier PDF. Elle l'a gardé, juste au cas où. Elle a tendu le téléphone à Camille. Camille a regardé l'écran. C'était un extrait de grand livre comptable, daté du 20 mai 2007, 3 jours après la naissance. Ligne. Donation exceptionnelle. Crédit 500 000 francs. Une somme énorme, même convertie en euros. Provenance, Fondation Morel. Mémo, frais de discrétion. Dossier L. Groyan Tishada L. Lisa 505. Camille a regardé la ligne. Frais de discrétion. Elle a compris. Ce n'était pas un mensonge. C'était une transaction. Ce n'était pas une tragédie. C'était un achat. Martine Morel n'avait pas seulement volé sa fille. Elle l'avait achetée. Elle avait payé une clinique pour faire disparaître un bébé et avait payé son silence avec l'argent de la charité. Le sang a quitté le visage de Camille. Elle tenait l'arme nucléaire, la preuve irréfutable de la corruption au cœur même de la famille Morel. Camille a dû s'arrêter. Elle est à l'hôpital, en ce moment. Elle va mourir. « Qui ?» demanda Clara. « Martine Morel, ma belle-mère. La femme qui a fait ça ? Oui, elle a besoin d'une greffe de foie. Je suis la seule compatible. » Clara l'a regardé, ses yeux, leurs yeux, brillants d'une intensité féroce dans la nuit. « Et vous avez refusé. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. »« Oui, dit Camille. » Un long silence s'est installé. Puis, pour la première fois, Clara a tendu la main. Elle n'a pas touché Camille. Elle a juste pointé le téléphone. « Gardez-le, c'est votre preuve. » Au même moment, le téléphone prépayé de Camille a vibré dans sa poche. Un nouveau numéro, un message court. Elle l'a ouvert. L'expéditeur était Maître Benoît, un avocat spécialisé dans les droits de l'enfant qu'elle avait contacté en urgence avant de quitter Lyon, payé avec le reste de ses espèces. Le message disait « Julien Morel a déposé une requête.
garde d'urgence pour Léo. Motif, mère en fuite, instabilité psychologique prouvée par refus de soins. L'audience est demain. Une évaluation psychiatrique est ordonnée pour vous. Ne retournez pas à Lyon. Vous avez 24 heures pour répondre. Appelez-moi. Camille a lu le message. Elle a regardé la preuve sur le téléphone de Clara. Elle a regardé le visage de sa fille perdue, enfin retrouvée. La guerre avait commencé sur 2 fronts. Julien pensait qu'elle était instable et en fuite. Il n'avait aucune idée. Elle n'était pas en fuite, elle était en train de rassembler son armée. 24 heures. C'était le temps qu'il restait à Camille. 24 heures pour répondre à l'attaque de Julien. 24 heures pour sauver Léo. 24 heures, c'était aussi le temps qu'il restait à Martine Morel. La nuit à Annecy fut courte, fiévreuse. Il n'y eut pas de larmes, pas d'étreinte mère-fille. Clara, pragmatique, endurcie par 18 ans de questions sans réponse, avait pris les choses en main. « Vous ne pouvez pas dormir ici », avait-elle dit, en regardant la chambre d'hôtel miteuse. « Ils vous chercheront. L'argent de la famille Morel peut acheter les yeux de n'importe quel réceptionniste. » Elle avait emmené Camille dans son propre appartement, un petit studio d'étudiante au-dessus d'une boulangerie. Il sentait le café et les livres. C'était un refuge simple, mais un vrai refuge. Camille, pour la première fois, n'était pas seule. « Alors, quel est le plan ?» demanda Clara, assise en tailleur sur son lit, un ordinateur portable ouvert. Elle était sa fille, mais elle était aussi, ce soir-là, son avocate de guerre, son stratège. « Je dois appeler mon avocat, » dit Camille. « Maître Benoît. » Elle a allumé son téléphone prépayé. Elle a composé le numéro. « Maître, c'est Camille Morel. »« Madame Morel, Dieu merci. Où êtes-vous ? Ils vous cherchent. Je suis en sécurité. L'audience. Demain. Qu'est-ce que cela signifie ?» La voix de l'avocat était grave. Cela signifie que Julien a dégainé le premier. Et il a frappé fort. Instabilité psychologique. C'est une accusation très grave. Le juge l'a prise au sérieux, vu la crise familiale. Si vous ne vous présentez pas à l'audience ou à l'évaluation psychiatrique, ils vous retireront la garde de Léo. Provisoirement d'abord, puis définitivement. Il me tend un piège, dit Camille, sa voix froide. Si je vais à l'évaluation, ils diront que je suis folle. Le refus de don sera la preuve de ma détresse. Exactement. Vous êtes coincé. Non, dit Camille. Elle regarda Clara. Clara hocha la tête, lui tendant un dossier. Je ne suis pas coincée, dit Camille, parce que ce n'est plus une affaire de garde. C'est une affaire criminelle. J'ai des preuves que Martine Morel, avec la complicité de la Fondation Morel, a acheté mon premier enfant et a falsifié des documents. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Mon Dieu, murmura maître Benoît. Vous êtes sûr ? J'ai un témoin, l'enfant elle-même, et j'ai la preuve de la transaction financière. » Le ton de l'avocat a changé. La pitié a disparu, remplacée par une excitation professionnelle. « Où êtes-vous ? Ne bougez pas, non. Attendez, ne me le dites pas. Pas au téléphone. L'audience est à 14 heures demain, au tribunal de Lyon. Si j'y vais, ils m'arrêteront, ils m'interneront. Pas si vous ne venez pas en tant qu'accusée, dit Benoît, mais en tant que plaignante. Nous allons changer le champ de bataille. Ne venez pas à l'audience de garde. Venez au bureau du procureur de la République. Pendant ce temps, à Lyon, la tension était à son comble. Hôpital Édouard Herriot, unité de soins intensifs. Le corps de Martine Morel était en train de perdre la bataille. Les machines travaillaient dur, mais le foie était mort. Les toxines s'accumulaient. Son teint était devenu jaune. Ses yeux, sous ses paupières closes, bougeaient dans une agitation fébrile. Elle était en encéphalopathie hépatique. Le poison atteignait son cerveau. Le professeur Dutilleul a rencontré Julien dans le couloir. « Monsieur Morel, je suis désolé. Nous avons tout tenté. »« Combien ?» demanda Julien, sa voix morte. « Quelques heures, peut-être jusqu'à ce soir. Le coma est irréversible, sans greffe. Elle n'est plus là. Ce ne sont que les machines. » Julien a regardé à travers la vitre. Il a regardé cette femme, ce monstre, cette déesse, cette reine. Il a regardé sa mère. Et il a ressenti une vague de haine, une haine si pure qu'elle l'a surpris. Ce n'était pas de la haine pour Camille, c'était de la haine pour sa mère. Haine de l'avoir mis dans cette situation. Haine de sa faiblesse, haine d'être en train de mourir et de lui laisser ce chaos.
Elle ne peut pas mourir, a-t-il dit au médecin. Pas encore. Il ne le disait pas par amour. Il le disait par stratégie. Si Martine Morel mourait avant l'audience de garde, l'accusation d'instabilité de Camille perdait de son poids. La crise était terminée. Le refus n'avait plus d'objet. Il avait besoin que sa mère reste en vie. Juste assez longtemps pour qu'il puisse obtenir la garde de Léo. Faites tout, a-t-il ordonné au médecin. Maintenez-la en vie. Je me fiche du prix. Le médecin l'a regardé avec dégoût. Ce n'est plus de la médecine, monsieur Morel. C'est de l'acharnement. Alors soyez acharné, a dit Julien en lui tournant le dos. Il a appelé maître Caron le requin. Elle va mourir, aujourd'hui. Nous devons avancer l'audience. Dites au juge que c'est la dernière chance pour la mère de voir son fils. Dites n'importe quoi. Je veux Léo maintenant. 13h30, palais de justice de Lyon. C'était une forteresse de pierre grise. Julien était là avec maître Caron. Il était l'image du deuil et de la responsabilité. Costume sombre, visage grave. Il avait Léo par la main. Il avait ramené Léo. Un coup de maître, selon Caron, montrait au juge qu'il était le parent stable, le rocher au milieu de la tempête. Léo, 6 ans, était terrifié. Il ne comprenait pas. Pourquoi papa était-il si en colère? Pourquoi maman n'était-elle pas là? Où est maman? A-t-il demandé, sa petite voix résonnant dans le grand hall. Maman est malade, Léo, a dit Julien, sa poigne sur l'épaule de son fils, se resserrant. Elle est très confuse. C'est pour ça que papa va s'occuper de toi. Je veux, maman. Tais-toi, Léo. Ils sont entrés dans la salle d'audience. Le juge des affaires familiales était là. Une femme, l'air sévère. L'audience était à huis clos. Maître Caron, dit la juge, votre cliente, Madame Morel, n'est pas présente. Elle ne s'est pas présentée à l'évaluation psychiatrique de ce matin. En effet, Madame la juge, a commencé Caron, son ton plein d'une fausse tristesse. C'est ce qui nous terrifie. Son état s'aggrave. Elle est en fuite, elle a abandonné son fils. Elle a abandonné son mari au chevet de sa mère mourante. C'est un acte de déséquilibre profond. Nous demandons la garde exclusive immédiate pour protéger l'enfant. La juge a regardé Léo. L'enfant semble effrayé. Par la situation, Madame la juge, créée par sa mère. Et où est Madame Morel? Juste à ce moment, la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Ce n'était pas Camille, c'était Maître Benoît. Il tenait une enveloppe scellée. Maître Benoît, vous représentez Madame Morel. Où est-elle? Ma cliente ne viendra pas, Madame la juge. Elle est actuellement occupée. Occupée? A raillé Julien. Elle est en fuite. Non, Monsieur Morel. Elle est au bureau du procureur de la République. Elle est en train de déposer une plainte. Le silence est tombé dans la salle d'audience. Maître Caron a souri. Une plainte? Contre qui? Contre son mari pour... Quoi? Chagrin excessif? Non, dit Maître Benoît. Il s'est avancé. Elle dépose une plainte contre Madame Martine Morel et contre la Fondation Morel. Julien s'est levé. Quoi? C'est ridicule? Elle est folle! Une plainte, continua Maître Benoît, pour enlèvement d'enfants, faux et usage de faux, corruption et abus de confiance aggravé. La juge a failli laisser tomber son stylo. Maître Benoît, ce sont des accusations, d'une gravité exceptionnelle. Avez-vous des preuves pour étayer de telles folies? Oh oui, Madame la juge. Des preuves accablantes. Il a ouvert l'enveloppe. Premièrement, le témoignage de la victime, l'enfant enlevé, qui est maintenant âgée de 18 ans. Elle est avec ma cliente. Elle s'appelle Clara Dubois. Le nom n'a rien signifié pour le juge, mais pour Julien, c'était un son confus, un écho. Il s'est souvenu de quelque chose, un nom qu'il avait entendu il y a longtemps. Deuxièmement, dit Benoît, une copie du dossier d'adoption, montrant des irrégularités flagrantes. Et troisièmement, il a sorti une copie du grand livre de la Fondation Morel, montrant un don exceptionnel de 500 000 francs à la clinique des Pins, avec la note de service, frais de discrétion, dossier L et L 505. Maître Caron n'était plus en train de sourire. Il était livide. Il regardait Julien. Julien ne comprenait pas. Clara, clinique, je ne comprends pas.
Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, monsieur Morel, dit maître Benoît, sa voix devenant dure. Il y a 18 ans. Vous aviez 18 ans. Ma cliente en avait 16. Elle est tombée enceinte. De vous. Julien a cessé de respirer. Votre mère, Martine Morel, continua l'avocat, a emmené ma cliente à la clinique des Pins. Elle lui a fait croire que le bébé était mort-né. Non, a murmuré Julien. Non, elle a dit que c'était une fausse couche. Elle vous a menti aussi, alors, dit Benoît. Le bébé est né, une fille, en parfaite santé. Martine Morel a payé la clinique 500 000 francs pour faire disparaître l'enfant et falsifier le certificat de décès. Cet enfant, c'est Clara. Julien s'est effondré sur sa chaise. Il regardait dans le vide. Léo, voyant son père s'effondrer, a commencé à pleurer. « Papa, papa, qu'est-ce qui se passe ?» Julien ne l'entendait pas. Sa vie, son monde, sa mère, sa famille, tout ce en quoi il avait cru, n'était pas seulement un mensonge. C'était un crime. Sa mère n'était pas une sainte, elle était un monstre. Et Camille, il a relevé la tête. Il a regardé maître Benoît avec des yeux de fou. Elle savait, a-t-il murmuré. Quand elle a refusé, elle savait. Oui, dit maître Benoît, elle venait de l'apprendre. Elle a refusé de donner son foie à la femme qui avait volé son premier enfant. L'audience de garde était terminée. La guerre était terminée. Ce n'était pas une guerre, c'était une exécution. La juge a regardé Julien. L'homme puissant avait disparu. Il n'y avait qu'une coquille brisée. Maître Caron, dit la juge, sa voix retrouvant son autorité. La requête de garde est non seulement rejetée, mais elle est scandaleuse. Je confie la garde exclusive de l'enfant Léo Morel à sa mère, Madame Camille Laurent Morel, et j'ordonne une enquête immédiate sur Monsieur Morel pour complicité potentielle de séquestration. « Non !» a crié Julien. « Je ne savais pas, je vous jure que je ne savais pas. » Mais personne ne l'écoutait. Léo pleurait, terrifié. Maître Benoît s'est approché. Il a pris Léo doucement par la main. « Viens, Léo, on va retrouver maman. » Julien a essayé de se lever. « Non, c'est mon fils, Léo !» 2 agents de sécurité du tribunal l'ont retenu. « Vous ne pouvez pas !» a-t-il hurlé. Maître Benoît est parti avec l'enfant. Julien était seul, au milieu de la salle d'audience. L'avocat Caron avait déjà rangé ses affaires et s'éclipsait discrètement. Julien Morel, l'héritier, le fils, il avait tout perdu, sa mère, sa femme, son fils, son nom, tout à cause d'un secret vieux de 18 ans. Son téléphone a sonné, c'était l'hôpital, il a regardé le numéro. Il n'a pas répondu. Il savait ce que c'était. L'infirmière appelait pour lui dire que Martine Morel était morte. Il a éclaté d'un rire. Un rire terrible, sec, qui s'est transformé en sanglots. Elle était partie, elle avait gagné. Elle était morte avant que la justice ne puisse l'atteindre. Elle lui laissait, à lui, l'héritage de son crime. La mort de Martine Morel fut une affaire d'État, du moins à Lyon. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste était pleine à craquer. Pas de chagrin, mais de curiosité. La haute bourgeoisie lyonnaise était venue en masse. Ils étaient venus pour le spectacle, pour voir la chute de la maison Morel. Les murmures couraient sous les voûtes gothiques plus forts que les prières de l'évêque. « Tu as lu le journal ? Une transaction, 500 000 francs, pour faire disparaître un bébé. C'est la Fondation Morel qui a payé. L'argent de nos dons. » Et Julien, il savait, tu penses ? Bien sûr qu'il savait. Ils sont tous pourris. Le cercueil en acajou massif reposait au centre. Il était obscène, couvert de centaines de lys blancs. Les fleurs préférées de Martine. Leur parfum était lourd, écœurant, une dernière tentative d'embaumer la puanteur du secret. Julien était là. Il était assis au premier rang, seul. Le banc de la famille était vide, à l'exception de cette unique silhouette brisée. Les oncles, les cousines, les amis, personne n'osait s'asseoir à côté de lui. Il était devenu un paria, l'héritier déchu. Il ne portait pas un costume sur mesure. Il portait un costume noir loué, qui semblait trop grand pour lui. Il avait vieilli de 20 ans en 2 jours. Son visage était gris. Il ne regardait pas le cercueil. Il ne regardait pas l'autel. Il regardait ses mains, vides, l'homme qui avait tout eu et qui, en voulant tout garder, avait tout perdu. L'orgue a joué une musique funèbre. L'évêque a commencé son éloge. Nous sommes réunis pour dire adieu à une grande dame de Lyon,
Une philanthrope, une mère dévouée. Les mots sonnaient faux. Il rebondissait sur la pierre froide. Julien a eu un petit rire sec, un hoquet de folie. Mère dévouée. L'évêque a levé les yeux, mal à l'aise, puis a continué, lisant un texte préparé d'avance. Puis les grandes portes de la cathédrale se sont ouvertes. Un rayon de lumière grise d'hiver a fendu l'obscurité. Tous les murmures se sont arrêtés. D'un seul coup, 2 silhouettes se tenaient dans l'encadrement. Camille, elle n'était pas en noir. Elle portait un manteau simple, d'un bleu profond. La couleur du lac d'Annecy. Ses cheveux étaient détachés. Elle n'était pas maquillée. Elle n'était pas venue en tant que veuve. Elle n'était pas venue en tant que belle-fille. Elle était venue en tant que témoin. À côté d'elle, elle tenait fermement la main de Léo. Léo, 6 ans, regardait l'immense église avec des yeux effrayés. Mais il ne lâchait pas la main de sa mère. Elle était son ancre. Un murmure collectif a parcouru l'assemblée. C'est elle, la mère. Camille a commencé à marcher. Ses pas étaient lents, réguliers, ils résonnèrent sur le marbre. Chaque pas était une victoire. Elle n'a pas regardé les invités. Elle n'a pas regardé les visages curieux ou hostiles. Elle avançait dans l'allée centrale. Près du fond, debout contre un pilier, une autre silhouette l'observait. Clara. Elle était venue. Elle portait un jean et un blouson. Elle n'avait rien à faire ici, mais elle devait voir. Elle devait voir la fin de la femme qui lui avait volé 18 ans de sa vie. Leurs regards, Camille et Clara, se sont croisés. Un instant. Un signe de tête imperceptible. Une alliance silencieuse. Camille a continué d'avancer. Julien a levé la tête, il l'a vu. Il a vu Léo. Son visage s'est décomposé. Ce n'était plus de la haine. C'était un abîme de néant. Il a vu tout ce qu'il avait perdu. Il a vu la femme qu'il n'avait jamais comprise. Il a vu l'enfant qu'il n'avait pas su protéger. Il a tendu une main tremblante. « Léo !» Léo s'est caché derrière la jambe de sa mère. Camille s'est arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée au premier rang. Elle ne s'est pas assise à côté de lui. Elle a continué jusqu'au cercueil. Elle s'est tenue là, face à son ennemi, face à la femme qui avait été sa bienfaitrice, sa tortionnaire, sa belle-mère, la femme qui avait failli la détruire. Elle l'a regardée, le bois poli, les lits blancs. Elle a plongé la main dans la poche de son manteau. Elle n'a pas sorti une arme, elle n'a pas sorti de lettre. Elle a sorti une seule fleur, un gardénia blanc. Elle l'avait acheté ce matin. Une fleur simple, pas une gerbe, juste une fleur. Lentement, elle l'a posée sur le couvercle en acajou, au milieu de l'opulence des lys. Ce petit gardénia blanc, pur. La vision avait disparu. Le sang avait disparu. Ce n'était plus un symbole de mort. Ce n'était plus un cri d'horreur. Ce n'était qu'une fleur. Elle n'avait plus de pouvoir. Martine n'avait plus de pouvoir. Camille a regardé la fleur et elle a ressenti le grand vide. Pas la haine, pas la colère, pas le pardon. Juste la faim. Le silence dans la cathédrale était total. L'évêque s'était tu. Elle s'est retournée. Elle a regardé Julien. Droit dans les yeux, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait plus de mots. Leur vie commune était aussi morte que la femme dans la boîte. Elle a repris la main de Léo. Elle lui a tourné le dos. Elle a tourné le dos à la famille et Morel, à l'héritage de sang, à 18 ans de mensonges. Elle a remonté l'allée. Elle est passée à côté de Clara. Elle lui a fait un signe de tête. « Viens », a-t-elle murmuré. Clara a hésité, puis elle a quitté l'ombre du pilier. Les trois, Camille, Léo et Clara, la mère, le fils et la fille, la nouvelle famille, la vraie famille. Ils ont franchi les portes de la cathédrale. Ils sont sortis de l'ombre, de l'odeur des lits, des murmures. Ils sont sortis dans la lumière grise, froide mais honnête de l'hiver lyonnais. Derrière eux, l'orgue a repris sa musique funèbre. Julien Morel est resté seul, au premier rang, face au cercueil de sa mère, un roi déchu dans un royaume de cendres. Camille n'a pas regardé en arrière. Elle a serré la main de Léo. Elle a senti la présence de Clara à ses côtés. Elle a respiré. L'air était froid, mais il était pur. Pour la première fois depuis si longtemps, elle était libre. Un an peut-être une éternité, ou un souffle. Pour Camille, ce fut une renaissance. Lyon appartenait à une autre vie. La villa de Fourvière, les murmures, le poids de l'acajou et l'odeur des lys,
Tout cela semblait être le souvenir d'un film qu'elle avait regardé. Sa vie, désormais, se trouvait à Annecy. Elle avait ouvert un petit atelier, l'atelier du lac. Il n'était pas perché au-dessus d'une rivière grise. Il était au rez-de-chaussée, dans une ruelle pavée, et ses fenêtres s'ouvraient sur une petite cour remplie de géraniums. La lumière y était différente. Elle n'était pas grise et diffuse. Elle était claire, vive, reflétée par le lac tout proche. Elle travaillait sur une nouvelle pièce. Pas une comtesse craquelée. C'était une vierge à l'enfant, une sculpture en bois polychrome du XVe siècle. Elle était endommagée, mais le sourire de la mère était intact. Camille passait ses journées à redonner de l'éclat à ce sourire. Elle n'était plus seule. La porte de l'atelier s'est ouverte à la volée, laissant entrer le bruit de la vie. Maman, Léo, 7 ans maintenant, a couru à l'intérieur. Son sac d'école l'a presque fait basculer. Il n'était plus l'enfant silencieux et effrayé du tribunal. Ses joues étaient nées rouges de sa course depuis l'école. On a fait de la peinture aujourd'hui, regarde! Il lui a tendu un chef-d'œuvre de taches de couleurs. Un soleil jaune vif dominant un lac bleu. Camille a posé ses outils fin à fin. Elle a pris le dessin avec le respect dû à un Rembrandt. C'est magnifique, mon chéri. C'est le lac d'Annecy? Oui, et ça, c'est nous. Il a pointé 3 petites silhouettes. Toi, moi et Clara. Une ombre passa devant la porte. En parlant du loup, dit une voix amusée. Clara, 19 ans, se tenait là. Elle était étudiante à l'université, en histoire de l'art. Elle avait coupé ses longs cheveux bruns en un carré dynamique. Elle avait toujours les yeux de Camille, mais maintenant il souriait. Leur relation n'avait pas été facile. Elle était pleine de silence gêné, de colère tardive, de 18 ans de « et si », mais elle se construisait. Chaque jour, un pont fragile mais réel, au-dessus d'un abîme. J'ai apporté le gâteau, dit Clara en brandissant une boîte de pâtisserie. Si on veut fêter tes 19 ans en retard, il faut le faire correctement. Mon deuxième 19e anniversaire, sourit Clara. Le premier avec... Elle s'arrêta, ne sachant pas comment finir. Avec ta famille, dit doucement Camille. Léo a applaudi. Du gâteau! C'était cela, la nouvelle vie de Camille. Simple, bruyante, réelle. Elle nettoyait ses pinceaux. L'odeur de térébenthine se mélangeait à celle du chocolat du gâteau. Elle se sentait en paix, et c'est à ce moment-là qu'il est apparu. L'homme se tenait dans l'encadrement de la porte. La lumière vive de la cour le découpait, le transformant en une silhouette sombre. Léo s'est arrêté de rire. Clara s'est figée, la boîte de gâteau à la main. Camille a levé les yeux. Son cœur n'a pas bondi. Il n'a pas eu peur. Il s'est juste arrêté. Un instant. Julien. Ce n'était plus Julien Morel, l'héritier. L'homme au costume impeccable. C'était un étranger. Il portait un jean usé et un pull gris. Il n'était pas rasé. Ses cheveux, autrefois blonds et parfaits, étaient plus foncés, plus ternes et grisonnaient aux tempes. Il avait l'air d'avoir purgé une peine. Il a regardé la scène. L'atelier lumineux, le gâteau, Léo, Clara. Il a regardé la famille qu'il avait involontairement créée par sa propre destruction. Julien, dit Camille, ce n'était pas une question, c'était une constatation. Léo s'est instinctivement rapproché de Camille. Il se souvenait de son père, mais comme d'un cauchemar lointain. Bonjour Camille, dit Julien. Sa voix était plus basse, éraillée. Que fais-tu ici? Il a regardé Léo. Je suis venu voir Léo. J'ai le droit. 1 fois par mois, c'est aujourd'hui. Il avait menti. Le droit de visite était la semaine d'après. Camille le savait. Mais elle n'a rien dit. Clara a posé le gâteau. Elle s'est interposée légèrement entre Julien et Léo. Il ne viendra pas avec toi. Je ne suis pas venue pour l'emmener, dit Julien en levant les mains. Juste... Il n'arrivait pas à trouver ses mots. L'homme qui avait commandé des salles de réunion, qui avait charmé des foules, ne savait plus parler. Camille a regardé Léo. Léo, mon chéri. Clara. Pourquoi n'iriez-vous pas chercher des assiettes à la cuisine? En haut, Clara a compris. Elle a pris la main de Léo. Viens, champion, on va préparer la fête. Elle a lancé un dernier regard méfiant à Julien. Puis ils sont montés par l'escalier en colimaçon qui menait au petit appartement de Camille, au-dessus de l'atelier. La porte s'est refermée. Julien et Camille étaient seuls,
avec la Vierge à l'enfant. Elle te ressemble, dit Julien en désignant Clara. Oui. Et lui, il regarda l'escalier. Il a l'air heureux. Il l'est, dit Camille. Elle n'a pas repris son travail. Elle lui faisait face. Elle n'était pas sur la défensive. Elle attendait. Julien a fait quelques pas dans l'atelier. Il a touché un outil. Il a regardé la sculpture. Tout est tombé, dit-il, comme s'il se parlait à lui-même. La fondation, les avocats, ils ont tout saisi. Le nom Morel, à Lyon, c'est de la boue. Je suis au courant, dit Camille. Elle l'avait lu dans les journaux, au début, puis elle avait arrêté de lire. J'ai tout perdu. La maison, l'argent, le respect. Il a eu un rire sans joie. Maître Caron ne prend même plus mes appels. Et que veux-tu de moi, Julien ? Il s'est retourné vers elle. Et pour la première fois, elle a vu ses yeux. Ils n'étaient plus froids. Ils n'étaient plus en colère. Ils étaient juste vides, perdus. Je ne sais pas, a-t-il murmuré. Je suis venu ici. J'ai pris un train. Je n'avais nulle part où aller. Il a fait une pause. J'essaie de comprendre. Le mot était lâché. Comprendre. Je suis en thérapie. Depuis 6 mois. J'essaie de comprendre. Pourquoi elle a fait ça ? Camille n'a rien dit. Elle nous a tout pris, a-t-il continué, sa voix se brisant presque. Elle a volé votre enfant. Elle m'a menti. Elle a menti à tout le monde. Elle a construit un empire sur ce crime. Pourquoi ? Il la regardait, désespéré. Il ne cherchait pas l'absolution. Il cherchait une réponse. Une réponse que seule sa victime pouvait lui donner. Pourquoi nous a-t-elle fait ça, Camille ? Comment as-tu fait pourquoi ? Pour être encore debout, pour sourire, pour être ici. Comment as-tu pardonné ? Camille a détourné le regard. Elle s'est approchée de la fenêtre. Sur le rebord, il y avait un pot. Un petit pot en terre cuite. Dedans, un gardénia. Il n'était pas grand, mais il était en parfaite santé. Ses feuilles étaient d'un vert profond, brillant, et il y avait un bouton, blanc pur, sur le point de s'ouvrir. Elle a touché une feuille. Je ne me pose plus cette question, Julien. Quelle question ? Pourquoi ? Il a froncé les sourcils. Je ne comprends pas. C'est la seule question. Si je ne comprends pas pourquoi, je deviendrai fou. J'ai passé des nuits, dit Camille, sa voix douce, comme si elle parlait à l'un de ses tableaux. Après être partie de Lyon, des nuits entières, à me demander pourquoi. Pourquoi Martine ? Pourquoi toi ? Pourquoi m'avait-elle choisi ? Pourquoi m'avait-elle menti ? Pourquoi m'avait-elle tout pris ? Pourquoi ? Elle s'est retournée vers lui. Chaque pourquoi était un clou de plus dans mon cercueil. Chaque pourquoi me gardait enchaînée à elle, à vous. Mais la trahison, a-t-il balbutié. On ne peut pas juste l'ignorer. Non, dit-elle, on ne peut pas l'ignorer. Mais on peut arrêter de vouloir lui donner un sens. On peut arrêter de vouloir comprendre l'incompréhensible. Elle s'est approchée de lui. Elle n'avait plus peur de lui. Elle ressentait presque de la pitié. Tu me demandes comment j'ai pardonné Julien. Je n'ai pas pardonné. Il la regarda, choqué. Je n'ai pas pardonné à Martine. Je ne t'ai pas pardonné. Je n'ai pas oublié. Le pardon, c'est pour eux. C'est leur donner une dernière fois du pouvoir sur moi. Alors, comment ? J'ai arrêté, dit-elle simplement. J'ai arrêté de vouloir comprendre. J'ai accepté le fait. C'est arrivé. C'était monstrueux. C'était injuste. Mais c'est arrivé. Elle a fait une pause et elle lui a donné la clé de sa propre prison. Quand j'ai arrêté de vouloir comprendre pourquoi ils avaient trahi, c'est à ce moment-là que j'ai été guérie. Julien l'a regardé. Il a assimilé les mots. Arrêté de chercher un sens à la folie. Arrêté de donner du pouvoir au passé en lui demandant des comptes. Juste arrêter. Il a compris. C'était une réponse qu'aucun thérapeute n'aurait pu lui donner. Ce n'était pas une absolution, c'était une libération. Il a regardé la femme devant lui. Elle n'était plus Camille Morel, elle était Camille Laurent. Elle était complète. Il a avalé. Je comprends. Il a reculé vers la porte. Je ne dérangerai plus Léo. Je reviendrai la semaine prochaine, légalement. Bien, dit Camille. Il s'est arrêté sur le seuil. Il a regardé le petit gardénia blanc.
Il est beau, a-t-il dit. Oui, a dit Camille. Il pousse très bien ici. Il y a beaucoup de lumière. Julien a hoché la tête, puis il s'est retourné. Il est parti. Camille l'a regardé s'éloigner dans la ruelle pavée. Une silhouette grise qui disparaissait. Elle a fermé la porte. Elle n'a pas verrouillé. Elle a respiré l'odeur du chocolat et de la térébenthine. Elle a entendu les pas de Léo et Clara qui dévalaient l'escalier. « Il est parti ?» demanda Léo. « Oui, il est parti. »« Bien, » dit Clara, « parce que ce gâteau ne va pas se manger tout seul. » Camille a ri. Un vrai rire. Elle s'est retournée vers la Vierge à l'enfant. Elle a repris ses outils fins. Elle a regardé le sourire de la sculpture. Et elle s'est remise au travail. La vie a repris son cours. Pas le cours du fleuve sombre et lourd de Lyon, mais le cours clair et vif des ruisseaux qui descendent des Alpes pour nourrir le lac d'Annecy. L'hiver a cédé la place au printemps. L'atelier de Camille était devenu un lieu de vie. L'atelier du lac était plus qu'un nom sur une devanture. C'était un fait, et c'est un fait. Les touristes s'arrêtaient parfois pour regarder à travers la vitre. Ils voyaient une femme d'une trentaine d'années penchée sur des œuvres anciennes. Ils voyaient une jeune femme à peine sortie de l'adolescence, lisant des livres d'art à une table voisine, levant parfois les yeux pour poser une question. Ils voyaient un petit garçon assis par terre, dessinant sa propre version des saints et des anges que sa mère réparait. Ils voyaient une image de paix, une scène de genre. Ils ne savaient pas que cette paix avait été achetée au prix fort. Camille n'était plus une restauratrice. Elle était une créatrice. Elle ne se contentait plus de combler les fissures. Elle recréait. Sa relation avec Clara était une œuvre d'art en soi. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours de silence. Des jours où Clara la regardait avec une tristesse qui disait « Où étais-tu pendant 18 ans ?» Il y avait des jours où Camille regardait Clara et ne voyait que le fantôme de Martine, le fantôme de Julien, le poids du mensonge. Mais ces jours devenaient plus rares. Ils étaient remplacés par des moments simples. Un soir, Camille préparait le dîner dans le petit appartement au-dessus de l'atelier. Clara était censée réviser pour ses examens. Camille a senti une présence derrière elle. « Ça sent bon », a murmuré Clara. « C'est la recette de ma mère, ma vraie mère, avant l'orphelinat. » Camille s'est arrêtée. C'était la première fois qu'elle parlait d'elle. Clara s'est approchée. « Tu peux m'apprendre ?» Ce fut un début. Elles ont cuisiné ensemble. Leurs mains, si semblables, se frôlant pour attraper le sel, pour goûter la sauce. Plus tard dans la soirée, Léo s'est endormi sur le canapé, son livre d'images sur la poitrine. Camille et Clara étaient assises sur le petit balcon, regardant les toits d'Annecy. « Parfois, a dit Clara, sa voix basse, j'essaie de me souvenir de l'infirmière. Hélène, celle qui a envoyé la lettre. Oui, je me demande si elle savait pour toi, si elle savait que tu n'étais pas instable, comme Martine le prétendait. » Camille a regardé la lune. « Je ne sais pas, Clara. Et tu sais quoi ? » ?»« Quoi ? Je n'ai plus besoin de le savoir. » Clara l'a regardé. Elle a compris. C'était la leçon que Camille avait donnée à Julien. C'était la leçon qu'elle s'appliquait à elle-même, chaque jour. « Tu crois qu'il va bien ?» demanda Clara. « Qui ? Léo ? » ?»« Non, Julien. » Camille a été surprise. Elle n'avait pas pensé à Julien depuis des semaines, depuis sa visite. Il était venu, comme promis, pour ses visites. Il était maladroit, distant. Léo ne savait pas trop quoi faire de cet homme triste. « Je ne sais pas s'il va bien, » a répondu Camille honnêtement. « Mais ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus à moi de le réparer. » Elle a posé sa main sur celle de Clara. « C'est à moi de nous réparer. Toi, moi, Léo, c'est tout ce qui compte. » Clara a retourné sa main. Elle a serré celle de sa mère, pour la première fois. Le printemps s'est épanoui. C'était un dimanche après-midi. Le soleil était chaud. Le lac était d'un bleu éclatant. Camille avait fermé l'atelier. Elle, Léo et Clara marchaient sur le paquier, la grande esplanade d'herbe au bord de l'eau. Léo courait devant, poursuivant un cerf-volant. Clara marchait à côté de Camille, une glace à la main. « Tu sais, dit Clara, je n'ai jamais vraiment aimé le café du lac. Le patron était radin. » Camille a ri. « Où veux-tu travailler cet été ? » J'ai pensé, peut-être, à l'atelier, je peux balayer. Et apprendre, vraiment apprendre. Camille s'est arrêtée. Elle a regardé sa fille.
Tu es sûre? C'est un travail méticuleux. C'est long. J'ai le temps, dit Clara. J'ai 18 ans de retard à rattraper. Camille lui a souri. Alors, bienvenue dans l'équipe, mademoiselle Laurent. Juste Clara, dit la jeune fille. Juste Clara. Elles ont continué à marcher. Léo est revenu en courant. Maman, maman, regarde. Il ne pointait pas le cerf-volant. Il pointait le petit jardin de l'Impériale. C'est comme le tien. Camille a suivi son regard. Il y avait là un parterre de fleurs. Et au milieu, un buisson, un gardénia. Il était couvert de fleurs, d'un blanc pur, éclatant sous le soleil de l'après-midi. Camille s'est approchée. Léo et Clara l'ont suivie. Elle s'est penchée. Il n'y avait pas de sang. Il n'y avait pas d'ombre. Il n'y avait pas de Martine. Pas de Julien. Pas de clinique. Pas de mensonge. L'odeur est montée vers elle. Pas l'odeur lourde et funèbre des lits de la cathédrale. Une odeur légère, douce, parfumée. C'était juste une fleur, une belle fleur. Elle a regardé Léo, elle a regardé Clara, ses 2 enfants, son passé retrouvé, son avenir sauvé. Elle s'est redressée. Elle a regardé le lac, les montagnes. Elle a pris Léo dans ses bras. Elle a passé son autre bras autour des épaules de Clara. Elle les a serrés contre elle. Et elle a respiré. Elle a respiré l'air libre d'Annecy, l'air de sa nouvelle vie, sa voix intérieure, celle qui avait été si longtemps silencieuse ou remplie de cris, parlait enfin. Et elle disait « On passe une moitié de sa vie à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi la trahison? Pourquoi la douleur? Pourquoi nous? On croit que la réponse nous guérira. » Camille a fermé les yeux, sentant le soleil sur son visage. Le poids de Léo dans ses bras, la chaleur de Clara contre elle. Mais la guérison ne vient pas. Elle n'arrive que le jour où l'on arrête de demander, le jour où le pourquoi n'a plus d'importance. Quand on n'a plus besoin de comprendre pourquoi ils ont trahi, Camille a ouvert les yeux. Elle a regardé ses enfants. Elle leur a souri. Un vrai sourire. Un sourire venu du plus profond d'elle-même. Un sourire qui n'était pas fissuré. C'est à ce moment-là seulement qu'on est enfin libre. Elle a lâché ses enfants. « Qui veut une glace ?» a-t-elle demandé. « Moi !» a crié Léo. « Moi aussi !» a dit Clara en riant. Camille a ri avec eux. Elle leur a pris la main, une main dans chaque main. Et tous les 3, ils se sont dirigés vers le marchand de glace, s'éloignant du gardénia, marchant ensemble, sous le soleil éclatant du printemps.